Mon nom, c'est Mara de Simone. Je suis une infirmière de formation. Et là, je travaille comme conseillère cadre en soins infirmiers, comme Hélène l'a dit, en soins palliatifs et en première ligne. Et aujourd'hui, en fait, je viens de vous parler d'un sujet qui me passionne depuis très longtemps. C'est le parcours de la fin de vie respiratoire. Et puis, je peux prendre 2 minutes pour vous expliquer un peu comment je suis arrivée à être passionnée par les soins palliatifs. En fait, à un très jeune âge, j'ai perdu ma sœur d'un cancer et ça m'a un peu encouragée, disons, à aller dans le domaine de la santé et notamment à devenir infirmière. Et à un très jeune âge, ben c'est ça, quand j'ai commencé, j'étais sur une unité de médecine et d'oncologie. Et très rapidement, j'ai constaté qu'en fait, je trouvais que les usagers et les proches n'étaient pas assez accompagnés et préparés pour la fin de vie. Pour moi, c'était quelque chose qui me heurtait un peu dans mes valeurs. Et puis, là, c'est ça, en 2015, je suis retournée à l'école pour faire une maîtrise, pour étudier un peu l'impact d'une maladie sur la personne et sur la famille et sur toute la dynamique familiale. Et quand j'ai fini ma maîtrise, ben, c'est ça, je suis allée travailler comme conseillère en soins palliatifs avec un objectif de développer des programmes. Je suis très impliquée, c'est ça, au niveau des programmes de soins palliatifs, de la gestion de la douleur. Donc, euh, Aujourd'hui, pour la présentation, voici un peu les objectifs. Donc, ça va être de pouvoir décrire l'évolution d'une affection respiratoire et son impact sur la personne et sur la famille. On va faire un petit backtrack en parlant aussi de la planification préalable des soins. On va aussi connaître l'offre de services des soins palliatifs et de fin de vie. C'est sûr que je pratique dans la métropole de Montréal. Parfois, les offres de services peuvent varier d'un secteur à l'autre, mais veux pas, il y a quand même certaines bases qui devraient être un petit peu partout. Et puis, on va finir par comprendre le rôle des professionnels de la santé à travers l'expérience de santé, donc du diagnostic jusqu'à la fin de vie. On y va déjà par quelques chiffres de façon très, très, très rapide. Je sais que c'est pas un sujet, on va parler de fin de vie, de décès. Je sais que c'est pas un sujet qui est toujours facile, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de prendre une pause à travers la présentation, n'hésitez surtout pas. Mais pour nous aussi, ben, il faut préparer la retraite et ben, il faut préparer aussi nos décès. Voilà. Donc, au niveau des maladies pulmonaires, on sait que ça représente la deuxième cause de décès au Canada, ce qui est quand même important. Et il y a environ 3 millions de Québécois qui souffrent d'une maladie pulmonaire. Donc, ça représente environ une personne sur trois. Puis c'est des chiffres qui ont été pris en 2023, donc assez récentes. Et pour moi, en fait, je vois ça comme je prends, disons, de la passion dans ça parce que je me dis, ben, c'est des choses qu'on peut prévenir, qu'on peut prévoir et qu'on peut bien accompagner les personnes. Et puis, ben, pour la présentation aujourd'hui, nous allons avoir, non, j'ai oublié de changer de nom ici, mais nous allons être accompagnés d'une histoire de cas qui est fictive, mais fortement inspirée par la réalité. Je vois qu'il y a un petit souci dans le nom, c'est Monsieur Enriquez, mais je m'excuse. En fait, j'ai donné cette présentation parfois dans d'autres congrès, des fois, ça se mélange un petit peu, mais ça devrait bien aller pour la suite. Monsieur Dominico, c'est un homme qui est âgé de 64 ans, qui est nouvellement retraité. C'est quelqu'un qui présente de la dyspnée, donc une sensation de difficulté respiratoire depuis 2 semaines. Il est connu pour du tabagisme depuis 30 ans, de l'hypertension, de la dyslipidémie, donc cholestérol, et un diabète de type 2. Et là, il est de retour d'un voyage en Floride où il a noté une détérioration de son état. Il est inquiet et il se présente à l'urgence accompagné de sa conjointe. Une fois arrivé à l'urgence, on sait qu'une fois qu'on va à l'urgence, on est trié par une infirmière. Donc, cette infirmière, elle note une difficulté respiratoire au moindre effort, une respiration rapide, donc une tachypnée, une désaturation, donc l'oxygène qui circule dans le sang est très bas, donc à 62%, une utilisation des muscles accessoires, donc parfois on peut voir des battements des ailes du nez, un tirage, etc. Et également un pouls qui est rapide, une tachycardie. Voyons le portrait de monsieur. Elle avise tout de suite l'équipe et ainsi, elle débute un long séjour à l'hôpital afin de stabiliser l'état de monsieur Enriquez et de déterminer la cause de tous ces symptômes. Et ainsi, on sait que c'est un long séjour parce qu'il y a des examens, etc. Et finalement, après 3 semaines,
on apprend que M. Enriquez est atteint d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Et en fait, lui et sa famille sont bouleversés. Donc, pourquoi? Rapidement, qu'est-ce que la fibrose pulmonaire idiopathique? Donc, c'est une forme de maladie pulmonaire qui atteint les tissus interstitiels. C'est une maladie chronique. Quand je dis chronique, c'est une maladie dont on ne guérira jamais et dont l'évolution s'accentue au fur et à mesure que le temps avance. Et c'est caractérisé par une cicatrisation progressive et irréversible des poumons. Les causes sont inconnues. C'est quelque chose qui touche principalement les adultes. Actuellement, environ 30 000 Canadiens sont atteints de fibrose pulmonaire et près de la moitié sont atteints de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et c'est une maladie avec une espérance de vie qui varie de 2 à 5 ans après le diagnostic. Donc, un pronostic assez sombre, une maladie qui évolue rapidement. Euh, et on va voir comment est-ce que ça impacte M. Enriquez et sa famille. Et tout ça, ça va faire des liens aussi de façon générale pour les maladies pulmonaires. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un futur incertain. En effet, M. Enriquez reçoit son congé de l'hôpital avec de l'oxygène à domicile. Il y vit avec sa conjointe Isabelle et leurs deux enfants, Marie et Lucas. Un rendez-vous de suivi est prévu avec le pneumologue dans un mois. Et on a une intervenante du SRSAD qui viendra pour faire une évaluation de ses besoins dans les prochains jours. Et là, on sait que bien que M. Enriquez est très soulagé de retourner chez lui. Hein, c'est toujours un soulagement de pouvoir retourner chez nous après un séjour à l'hôpital, mais il s'inquiète pour la suite. En effet, durant son séjour à l'hôpital, il a lu beaucoup sur la fibrose pulmonaire idiopathique. Il ne fait que penser au pire. Il se demande qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui va arriver à sa famille. Et en même temps, il se dit, je dois rester fort pour eux. C'est un discours qui se retrouve chez plusieurs. Donc, il se projette dans le futur et ça nous amène à discuter dans un premier temps de la trajectoire d'une maladie. Donc, la trajectoire, c'est quoi? C'est une représentation conceptuelle de comment une maladie peut évoluer au fil du temps et en ressortant un peu les besoins qui sont probables, comment la personne peut interagir avec le système de la santé. Et on regarde également comment l'usager et sa famille peuvent vivre cette trajectoire également tout au long du continuum. Donc, il y a différentes trajectoires qui existent. Je vous les présente ici. Donc, la première trajectoire, qui est la trajectoire qui se situe c'est à gauche de mon écran, c'est la trajectoire qui représente habituellement les trajectoires de cancer. Où est-ce qu'habituellement, on a l'apparition du cancer, si on peut, des traitements, de la chirurgie, de la radiothérapie. Et là, chez certains, de façon plus rapide que d'autres, dépendamment de la situation, quand les traitements n'ont plus les effets souhaités, à viser, disons, curatif ou du moins d'une rémission, à ce moment-là, des fois, on peut avoir un arrêt des traitements à visée curative ou palliative et s'ensuite un décès, donc un déclin assez rapide par la suite. Donc, je vous dirais qu'initialement, les soins palliatifs, puis on va en parler un peu plus tantôt, mais les soins palliatifs étaient réservés pour les personnes qui étaient atteintes d'un cancer, non seulement de par les ressources, mais aussi, disons que c'était des trajectoires qui étaient plus faciles à prévoir. Et donc, c'est plus facile de mettre des choses en place dans des situations où est-ce on peut prévoir la trajectoire de déclin. Ensuite, à ma droite, donc complètement à droite, on a l'évolution d'une trajectoire associée aux personnes âgées ou en perte d'autonomie, donc une démence de type Alzheimer par exemple, où est-ce que vous voyez, on a un déclin graduel marqué par des moments de déclin un peu plus importants, mais c'est vraiment un déclin qui se fait à plus long terme, avec parfois des changements très subtils. Ensuite, la trajectoire qui nous concerne un petit peu plus au niveau des maladies respiratoires, c'est la trajectoire qui se retrouve au centre. Donc, c'est une trajectoire qui se caractérise par parfois des plateaux ou un déclin progressif, entrecoupé par des déclins importants. Donc, on dit souvent c'est une trajectoire en dents de scie. Et ces trajectoires-là sont très incertaines parce que on ne sait pas quand est-ce que viendra la prochaine surinfection. Et on ne sait jamais comment on va reprendre suite à la surinfection, l'hospitalisation, peu importe. Donc, c'est des trajectoires un peu plus difficiles et c'est la trajectoire qui est très similaire à la fibrose pulmonaire idiopathique qui parfois
Comme vous pouvez voir ici, on a un déclin très rapide également. Donc, sachant tout ça, Monsieur Enriquez, ben, il continue dans l'évolution de sa maladie. Et là, on retourne le voir quelques mois plus tard. Évidemment, il a des soins entre-temps, mais ensemble aujourd'hui, on le revoit quelques mois plus tard. Et c'est une infirmière du service à domicile qui le visite chez lui. Et elle constate qu'en plus de sa difficulté respiratoire habituelle, elle constate qu'il a également développé une toux sèche qui le gêne beaucoup. Il a également perdu beaucoup de poids. Elle commence à voir au niveau des joues, au niveau de ses vêtements, etc. Et en plus de ça, monsieur semble très préoccupé aujourd'hui et distrait. Et là, lorsqu'elle explore un peu plus, ben, elle essaie de comprendre l'impact de la maladie sur lui et sur sa famille. Et là, monsieur nomme un sentiment de culpabilité, il se sent comme un fardeau, autant pour sa conjointe, mais aussi pour ses enfants. En effet, ses enfants sont à l'université et depuis la maladie de leur père, ils ont un peu plus de difficultés à suivre les cours, ils veulent être impliqués au niveau des rendez-vous, donc il se sent très coupable par rapport à tout ça. Il a peur pour la suite, il a peur de souffrir, il a peur au niveau financier pour sa conjointe, pour ses enfants. Et il y a aussi nommé une adaptation difficile au changement des rôles. Effectivement, c'est quelqu'un qui était, disons, une force pour la famille. C'était quelqu'un qui était toujours là pour soutenir ses amis, ses proches. Et là, il se retrouve à avoir perdu, tu sais, une certaine partie de son identité. Ça l'amène aussi à être isolé des autres. Sa difficulté respiratoire l'amène à être surtout chez lui. Il trouve ça très difficile. Et du coup, il a arrêté de travailler. Ben, il est nouvellement retraité, mais donc tout ça, ça amène aussi un stress financier. Et là, ben, il y a, disons, un art d'accompagner. Donc l'infirmière constate que monsieur est très inquiet face au caractère irréversible et débilitant de sa maladie. Comme on a dit tantôt, il rajoute être peur de devenir un fardeau et il dit que je veux pas qu'on m'acharne sur lui. Et l'infirmière est à l'écoute, elle démontre de l'empathie, elle souligne les forces et oh qu'il en a beaucoup. Et là, elle explore si monsieur a partagé ses préoccupations avec la famille. Parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans ma pratique, c'est beaucoup de non-dire. Hein, on n'ose pas préoccuper sa famille, donc on garde beaucoup sur soi. Et là, il nous dit que ben, non, il n'en a pas parlé à sa famille et en fait, il ne sait pas où commencer et il ne veut pas les inquiéter. Donc là, ça nous amène à parler de la planification préalable des soins. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je vais expliquer un peu ce que c'est et vous présenter aussi des ressources que vous pourriez aussi aller consulter suite à la présentation. Donc, la planification préalable des soins, c'est une démarche de réflexion et de discussion entre une personne, ses proches et les soignants. C'est en fait une façon pour vous d'exprimer vos volontés en matière de soins personnels et de santé que vous voudriez recevoir. Donc, c'est surtout dans l'éventualité où une personne n'est plus en mesure d'accepter ou de refuser des traitements ou d'autres interventions médicales. Donc, j'ai entendu parler lors des échanges là, du testament. Donc, on va regarder tout ça, mais c'est vraiment une façon de projeter dans le futur et d'exprimer qu'est-ce que vous voulez. Donc, au Canada, savez-vous que 59% des Canadiens ont parlé de planification préalable des soins à un membre de la famille? C'est vraiment une nette amélioration. Je pense en 2016, ils avaient fait la même étude et on était nettement inférieur. Donc, on s'améliore à ce niveau-là. On voit par contre que seulement 7% ont parlé de leur volonté en matière de santé à un professionnel de la santé. 70% des Canadiens se sentent à l'aise de discuter de la planification préalable des soins. Et enfin, environ 4 Canadiens sur 10 pensent qu'il est important de commencer à planifier à un jeune âge. Donc, bon, aujourd'hui, je vous parle de planification préalable des soins. Pourquoi? Pourquoi en discuter? Donc, tout d'abord, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est le respect de l'autonomie de la personne. Euh, comme individu, vous avez des croyances, des valeurs, un vécu et un droit de parole. Donc, la planification préalable des soins est une façon de s'assurer que votre autonomie, que votre personne est respectée tout au long du parcours. Ça favorise une communication aussi parce qu'on note finalement beaucoup de souffrance associée à un manque de communication. Souffrance pour la personne, pour les proches, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour de cette famille-là.
Et ça permet aussi de se préparer à l'avance, puis d'éviter de se retrouver dans une situation urgente. Ça m'est arrivé avec mon grand-père, il était à l'hôpital et on a dû se prononcer pour la suite. Et bien qu'on avait déjà discuté de qu'est-ce qu'il souhaitait, c'était quand même difficile. Donc, imaginez-vous, sans même la planification, à quel point ça peut être difficile. C'est une façon aussi de diminuer l'anxiété et l'incertitude associées à la maladie. Et ça permet aussi, en se prenant à l'avance, ça permet aussi de reconnaître que parfois les valeurs, les préférences vont changer à travers la maladie et ça nous permet justement de toujours se tenir à jour. Donc, les obstacles à la planification préalable des soins. Donc, les principaux, c'est que c'est pas pertinent. Que finalement, ben, les personnes pensent que pour faire de la planification préalable des soins, il faut avoir recours à un avocat ou à un professionnel qui requiert une somme monétaire importante. Parfois, certains ne savent pas comment préparer un plan, d'autres ne savent pas où trouver l'information. Certains trouvent que c'est un sujet qui est morbide ou déprimant, d'autres manquent d'encouragement, et enfin, certains disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc, ben justement, si on regarde les moyens pour s'exprimer, donc, on a des mandats en cas d'inaptitude. Donc, c'est une façon de... c'est un niveau plus légal pour identifier quelqu'un qui pourra s'exprimer à votre nom, advenant que vous êtes dans l'incapacité de vous-même prendre certaines décisions. Donc, on peut dire entre guillemets inapte. Donc, c'est une première chose. Ensuite, on a aussi les directives médicales anticipées. Donc, ces directives-là, je n'ai pas tout détaillé dans la présentation, mais je pourrais toujours vous dire après où trouver l'information, mais c'est pour toute personne qui est majeure, qui a une carte RAMQ. En fait, les directives médicales anticipées, vous allez sur le site de la RAMQ, vous recevez des formulaires par la suite qui sont spécifiques à vous avec un code barre. Et dans ces directives-là, on demande aux personnes de se projeter dans le futur pour trois situations spécifiques. Une situation de fin de vie, une situation disons, de mort cérébrale, disons, suite à un accident, par exemple. Et la troisième situation, en même temps, c'est très bref, là, je n'ai pas dit peut-être toutes les meilleures choses, mais et la troisième situation, c'est les personnes avec des troubles neurocognitifs avancés. Et donc, puis c'est quelque chose qui est gratuit. Et pour chacun de ces situations, en fait, on vous demande dans les formulaires si vous acceptez ou vous refuserez certains soins, notamment les compressions thoraciques, une intubation, donc on met un tube au niveau de jusqu'au poumon pour pouvoir vous aider à respirer, une alimentation artificielle. Donc, c'est quelques exemples. Et une fois que vous complétez cela, vous avez deux témoins, donc des proches, qui signent ces directives médicales avec vous. Et ensuite, c'est retourné au niveau de la RAMQ et ça va dans un registre central qui est consulté en théorie à chaque hospitalisation. Puis on recommande aussi d'avoir une copie avec vous, une copie avec vos proches. Donc, ça a une valeur vraiment légale. Donc, si jamais, par exemple, pour ma part, j'ai un accident de voiture et là, je suis inconsciente, mon état respecte les critères pour appliquer les directives médicales anticipées, parce que j'ai rempli ça, c'est comme si j'étais là comme personne. Donc, ça, c'est les directives médicales anticipées. J'espère que c'était clair. Sinon, je répondrai à vos questions tantôt. Ensuite, on a également les niveaux d'intervention médicale qu'on remplit à l'hôpital avec des différents niveaux de soins qui vont de A à D. On a également d'autres formes d'expression de volonté. Donc, on peut avoir une lettre écrite. J'ai déjà vu des gens qui ont filmé ce qu'ils souhaitaient pour la suite. Il y a aussi évidemment le testament que j'ai entendu tantôt, mais ce qui est aussi à noter avec le testament, c'est que bon, ça prend des frais au niveau du notaire, mais souvent, ben, le testament est consulté seulement après le décès. Donc, des fois, s'il y avait des choses qu'on souhaitait exprimer plus tôt, ben, ça sera seulement constaté suite au décès. Et si quelqu'un dit, bah, si j'osais, OK, Mara, je veux faire une planification préalable des soins, ben, par où commencer? Donc, tout d'abord, la nature des conversations. Ne voyez pas ça nécessairement comme quelque chose d'énorme. Ça peut être une approche à petits pas. Donc, les conversations, elles peuvent être courtes ou longues. Elles peuvent être planifiées ou, donc là, vous dites à votre famille, j'aimerais ça vous parler la semaine prochaine, ou ça peut être spontané.
Ça peut être initié par la personne, par vous, par vos proches ou même par un professionnel de la santé. Quand est-ce qu'il faudrait commencer? Idéalement, tôt dans la trajectoire, afin de se donner le temps aussi de réfléchir, de voir comment évolue la maladie et de voir qu'est-ce qui est important pour vous finalement. Idéalement, lorsque votre état est stable aussi pour favoriser la communication, puis aussi avoir un esprit clair pour prendre des décisions. Et parfois, on dit à des points de transition. Donc, des fois, suite à une hospitalisation, suite à une étape majeure dans votre trajectoire, ben, ça peut être intéressant de revisiter notre planification préalable des soins ou même de l'initier. Et si on allait étape par étape, donc là, je vais vous présenter une vidéo qui est d'une ressource, justement, ben, vous allez voir à la fin, et ça démontre vraiment facilement c'est quoi les étapes d'une planification préalable des soins. Donc, je lance la vidéo. Voilà, donc une vidéo que j'aime beaucoup, qui est du site planificationprélable.ca. J'ai aucun conflit d'intérêt avec eux, c'est juste que je trouve souvent beaucoup d'informations, autant pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les usagers, pour moi-même. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Pardon, voilà. Et si on osait, ben, comme on avait vu, de quoi est-ce qu'on peut discuter? On peut discuter du diagnostic, du trajectoire de la maladie, on peut parler des options de traitement, du pronostic, des objectifs aussi. Est-ce qu'on cherche à prolonger la vie? Est-ce qu'on cherche à passer plus de temps à domicile, contrôler les symptômes, etc. Ensuite, on peut parler du processus du mourir. Donc, j'ai entendu tantôt, moi, j'aimerais pas souffrir, j'aimerais la piqûre. Donc, c'est des choses qui se discutent. Et on peut aussi désigner un mandataire. Et la collaboration interdisciplinaire. Donc, c'est sûr que dans la présentation, je ne mets pas nécessairement l'emphase sur les professionnels de la santé, mais je tiens quand même à souligner que la planification préalable des soins, c'est la responsabilité de tous. Donc, autant des usagers, des proches, de l'équipe de soins. Donc, il faut vraiment assurer une transparence et une circulation de l'information. Surtout des fois qu'on va dans différents centres, différentes équipes sont impliquées, on va vraiment s'assurer que tout le monde a la même information, qu'on travaille tous dans le même sens. En ayant cette communication, ça permet aussi de mieux comprendre le vécu de la personne, ses volontés et ses besoins. Et ça amène aussi parfois une approche réflexive. Quand on a une situation qui est complexe, ben, qu'on comprend mieux d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu maintenant, les enjeux, les besoins, les souhaits, les objectifs, ça permet de mieux travailler ensemble pour aller de l'avant finalement. Et bien finalement, si on retourne à M. Henriquez, ben, on a osé. Donc finalement, on apprend que M. Henriquez, ben, il veut rester à domicile le plus longtemps possible. Il parle beaucoup de la gestion des symptômes. Il est déjà quand même très incommodé par sa dyspnée, sa toux, etc. Donc, il aimerait optimiser le soulagement de ses symptômes. Il nous explique qu'il ne veut pas d'acharnement, donc il ne veut pas de réanimation cardio-respiratoire, de transfert aux soins intensifs, etc.
Ça veut pas dire, puis j'en parlerai un petit peu tantôt des soins palliatifs, mais par d'acharnement ne veut pas dire on ne fait plus rien. Donc, on continue, mais la visée de nos traitements, c'est plus la qualité de vie que la quantité nécessairement. Et souvent, vous allez voir les gens qui ont une bonne prise en charge des symptômes, ben, finissent par vivre plus longtemps parce que le corps, finalement, n'est pas toujours dans ce stress. Donc, il veut profiter le plus possible du temps qui lui reste. Et finalement, le médecin mentionne une implication potentielle de l'équipe des soins palliatifs. Et là, la famille le regarde et la conjointe lui dit, mais mon mari est déjà rendu là. Donc là, ça nous amène à parler des soins palliatifs. Donc, on entend des fois dans les médias, un peu partout, on parle d'approche palliative, de soins palliatifs, de soins de fin de vie. Donc, tout ça a pris un peu plus d'emphase en 2014, quand la loi sur les soins de fin de vie est sortie. Et cette loi, en fait, dit que toute personne a le droit de mourir dans la dignité, dans le milieu qu'il le souhaite. Et donc, dans l'approche palliative, moi, je vois ça comme un terme parapluie qui englobe vraiment une approche autant, euh, euh, disons, plus pharmacothérapie, de l'annonce du diagnostic jusqu'au décès, mais aussi de l'approche des intervenants. Donc, c'est une approche qu'on dit holistique, où est-ce qu'on essaie vraiment de comprendre l'expérience de la personne, mais aussi de sa famille, puis des amis proches, des personnes qui l'accompagnent. Et puis, cette approche-là, elle peut être combinée aux soins actifs. Puis finalement, dans le mot palliatif, on entend pallier. Donc, on vient pallier certains symptômes. Et c'est normal, en fait, qu'en début de trajectoire, on ait un peu moins de palliation à faire parce que finalement, la maladie n'a pas évolué tant que ça et on est beaucoup plus dans les soins actifs pour prolonger la vie, pour aller rechercher le plus d'autonomie et de soulagement possible. Et puis là, ben, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est là que peut-être on va avoir un peu plus de palliation à faire et moins disons, de curatif. Et éventuellement, on est vraiment dans la palliation des symptômes. Ensuite, on a les soins palliatifs, qui sont des soins qui se visent à pallier les symptômes physiques. Et c'est pas seulement du physique. Donc, on parlait tantôt du psychosocial et des spirituels. Donc, on est souvent une grande équipe interdisciplinaire, autant des médecins, des infirmières, mais on a aussi nos infirmières auxiliaires, nos préposés, nos psychologues, nos bénévoles, nos intervenants en soins spirituels et nos physios. Donc, on est vraiment une grande équipe. Et enfin, on a les soins de fin de vie. Donc ça, c'est pour les personnes, donc c'est réservé dans les derniers jours, disons, avant le décès. Et ben voilà, donc c'est ce que je disais un petit peu tantôt, comme on peut voir un peu dans cette image-là, c'est que ben dans la phase plus aiguë, initiale de la maladie, on est vraiment axé sur le traitement de la maladie. Et en bas, ce qu'on voit en bleu, ben ça, c'est les soins palliatifs, c'est un peu moins important. Et là, au fur et à mesure qu'on avance, ben, on a plus de soins palliatifs. Et les soins palliatifs incluent également le deuil, donc les services de deuil pour la famille aussi. Et donc, les soins palliatifs pour qui et où? Donc, c'est sûr que quand on pense soins palliatifs, on pense peut-être plus à nos unités de soins palliatifs, donc réservées pour des personnes, donc dans nos centres hospitaliers. Par exemple, où est-ce que je suis? On a dans notre CIUS 2 centres hospitaliers avec des unités de soins palliatifs, mais c'est réservé pour des personnes avec un pronostic de moins de 3 mois. C'est souvent parce que c'est des beaucoup plus petites unités de soins, donc on garde ça plus intime, mais vraiment un pronostic de moins de 3 mois. On a également les maisons de soins palliatifs, parce que là aussi, c'est souvent des pronostics de 3 à 6 mois. Il y a des critères spécifiques pour y avoir accès. Mais on a également, on peut avoir accès à des soins palliatifs un petit peu partout. Je peux être hospitalisée, disons, sur une unité de pneumologie, où est-ce que mon état se détériore, mais j'ai de la difficulté au niveau de la gestion des symptômes. Mais parfois, les pneumologues peuvent faire appel à des équipes de soins palliatifs, parfois pour juste la gestion des symptômes. Quand je travaillais à l'hôpital juif, on avait le Supportive Care Team, donc une équipe qui était là en soutien pour optimiser la gestion des symptômes. Ensuite, on essaie aussi d'encourager les soins palliatifs dans nos centres d'hébergement et de soins de longue durée. Donc là aussi, ce n'est pas nécessairement une équipe spécialisée soins palliatifs, mais il y a plusieurs initiatives là, depuis plusieurs années où est-ce qu'on va aller essayer de former tous les professionnels de la santé qui travaillent dans ces milieux pour bien évaluer la douleur, les autres symptômes, accompagner les personnes. Et enfin, à domicile aussi, et parfois on peut travailler avec des partenaires, avec les soins à domicile. Parfois, certains soins à domicile ont des équipes spécialisées soins palliatifs.
Donc, simplement pour démystifier un peu que les soins palliatifs, c'est pas seulement pour les personnes qui sont en fin de vie. C'est sûr que je mets en bémol que dépendamment des secteurs où est-ce qu'on est, l'offre de service n'est pas développée de la même façon, mais je vous assure que on est en contact régulier là, avec différentes régions du Québec et tout le monde travaille très fort là, pour développer les offres de services, des équipes, avoir des unités où est-ce que les gens peuvent aller se reposer. Donc, c'est des choses qu'on espère aussi développer encore davantage dans les prochaines années. Sinon, oui, c'est ce que je parlais, toute la collaboration interdisciplinaire. On a parfois recours à des éthiciens, nos inhalothérapeutes, la pharmacie aussi. Donc, vraiment, tout le monde travaille en collaboration pour promouvoir les soins palliatifs. Et je vous dirais que même comme intervenante, je me permets de vous dire que c'est pas toujours évident. Donc, j'avais trouvé un article d'une collègue qu'elle avait écrit il y a plusieurs années qui dit que la maladie terminale place l'infirmière ou le professionnel devant les limites de son savoir-faire, mais surtout celles de son savoir-être. Puis on le voit que c'est pas toujours pour les usagers, les proches. Parfois, c'est pas toujours évident dans les échanges avec les professionnels, mais on essaie de s'améliorer. C'est pas toujours évident pour tout le monde, donc c'est vraiment dans l'optique de, ben, on peut s'entraider. Voilà. Donc, si on retourne à Monsieur Henriquez, je pense que je suis correcte dans le temps, oui. Donc, j'ai bientôt fini. Monsieur Henriquez, 2 mois plus tard, l'infirmière et l'inhalothérapeute le visitent à domicile. Sa famille est à son chevet également. Lors de leur visite, elle constate qu'il a une dyspnée au repos, de la douleur, de l'asthénie, donc une grande fatigue, la cachexie, c'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup, beaucoup de poids, une toux incessante, beaucoup d'anxiété. Et là, vous voyez aussi au niveau de ses conjointes et des enfants, ils sont fatigués et très préoccupés. Donc, après une longue discussion, finalement, M. Enriquez nous apprend qu'il souhaiterait terminer ses jours à l'unité des soins palliatifs parce qu'il trouve que la gestion des symptômes est très difficile chez lui. Il aimerait avoir l'accompagnement d'une équipe et donc finalement, il est transféré rapidement sur une unité de soins palliatifs et on apprend qu'il décède 2 semaines plus tard, entouré de ses proches, de façon digne, dans tout le respect de ce qu'il voulait jusqu'à la fin. Puis là, ça nous amène aussi, autant professionnel, mais comme personne, de se poser une question. Est-ce qu'il y a une définition universelle d'une bonne mort? Et je vous dirais, au fil des années, chaque fois pendant mes formations, pardon, j'essaie toujours de demander aux personnes, aux intervenants, c'est quoi pour vous une belle mort, une bonne mort? Et je vous dirais que ça change, que c'est différent à chaque fois. Donc, c'est important aussi pour vous, pour vos proches, pour vos amis, de se poser cette question. C'est quoi pour moi une bonne mort? Je sais que c'est pas une question qui est toujours évidente. Il n'y a pas tout le monde qui aime parler de la mort, je le sais. Mais posez-vous à la limite, qu'est-ce qu'une belle vie pour moi? Comment j'aimerais que cette vie se termine euh, pour que ça représente le plus qui j'étais toute ma vie? Donc, on a des gens des fois qui font une fête en soins palliatifs, qui mettent de la musique, alors que d'autres, c'est un espace qui est très serein. Donc, c'est vraiment d'y aller selon ce que la personne souhaite. Et comme professionnel, on est là pour respecter vos souhaits. Et finalement, pour finir, on dit que la mort idéale est possible lorsque l'on connaît la volonté du malade à ce sujet. Je m'excuse pour le mot malade, mais c'est une référence telle quelle. J'aime pas ce mot. Et qu'on lui arrive à lui permettre de vivre la mort qui lui va. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et c'est pour ça, en fait, que je vous rencontre aujourd'hui. C'est vraiment pour vous encourager à parler, à avoir cette discussion tout d'abord avec vous-même, si ce n'est pas déjà fait, avec vos proches, mais aussi avec les équipes, les intervenants qui vous accompagnent. Parce que pour vous permettre de vivre ça, il faut que nous aussi, on le sache. Donc voilà, donc j'ai mis aussi mes références, surtout au niveau, vous voyez les premières références, là, Advanced Care Planning, c'est plein, plein de ressources pour les usagers, ainsi que le site de la RAMQ, bon, peut-être pas tout de suite, mais voilà. Donc, c'est terminé pour ma présentation.